Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Romane en parle, le podcast qui place la psychologie au cœur de tous les parcours. Aujourd'hui, on va parler de réseaux sociaux, du plaisir qu'ils peuvent procurer et de la pression aussi qu'ils peuvent engendrer. Ces plateformes qui peuvent nous rapprocher, nous réunir, mais qui peuvent aussi parfois nous enfermer et nous isoler. Et pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui Laurent Saillard à nos côtés. Bonjour Salut. Laurent, merci d'être avec nous. Merci à toi de m'accueillir. C'est avec plaisir. Laurent, tu es vidéaste, photographe, mais aussi et surtout créateur de contenu derrière plusieurs comptes Instagram. L'ombre des médias, Oui. déjà pour commencer, Mira Hypnose et surtout Passion Via Ferrata, qui compte aujourd'hui plus de 35 000 abonnés. C'est ça. Ok. Peut-être même plus le jour où le podcast sera diffusé. C'est ce que Je j'allais croise les dire doigts. parce que oui, on te le souhaite, mais c'est vrai qu'entre le moment où on enregistre ce podcast et le moment où il sera publié, tu auras sûrement gagné des abonnés. J'espère. En tout cas, c'est ce qu'on te Ouais, souhaite. merci. Comment tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a donné envie de publier sur les réseaux sociaux, de créer du contenu? Alors ça fait très longtemps que je suis sur Internet. Je ne sais pas si tu as connu l'ADSL avant la fibre. Ouais, où j'ai connu la période où peu de gens avaient Internet chez Voilà, eux. et en fait ça date de là. Ok. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à créer un petit site Internet. J'avais les fameux Skyblogs que tu connais peut-être. Oui. MSN aussi. Je sais pas si tu as connu Les ça. Wiz. Les Wiz, là. Exactement. Et en fait, les réseaux sociaux, ça m'a toujours, j'ai toujours été dessus. J'ai toujours suivi les tendances, donc Skyblog, MSN. Après, il y a eu Facebook, Facebook après les Facebook est arrivé Skyblogs. assez rapidement finalement. Et après Instagram, Snapchat et TikTok. TikTok, j'ai mis du temps à arriver dessus, à comprendre le système. Ouais. Et au début, quelle était justement ta motivation de publier sur Skyblog par exemple ou sur Facebook? Je pense, là, c'était quand j'étais adolescent, et je pense qu'à l'adolescence, t'es content quand même de partager, puis de voir qu'il y a un intérêt derrière. T'es toujours à la recherche du petit commentaire, tu postes une photo de toi, t'as envie d'avoir des retours. Donc quand tu es adolescent, je pense qu'il y a d'autres motivations que celles que j'ai aujourd'hui, quoi. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, quelles sont tes motivations et surtout, quel usage tu fais des réseaux sociaux? Alors l'usage, j'ai deux usages. Consommateur, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, ouais. Donc utilisateur plutôt, Ouais. voilà, ou même consommateur puisque je consomme beaucoup. Tu consommes beaucoup. Ouais. Et puis deuxième chose, créateur de contenu. Donc du coup en consommateur j'ai rejoint Instagram en 2012 je crois. Ok. Ça fait déjà pas mal de temps. Ouais. Donc au début je m'en servais un petit peu comme un album photo personnel, mais c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Mon compte personnel, il est en privé et dessus je mets des photos, des vidéos, que des choses qui me rappellent des bons souvenirs, des objectifs que j'ai atteints. Enfin c'est que du positif, quoi. Ouais. Et là par contre je fais pas semblant. Enfin d'ailleurs Ouais. sur aucun de mes réseaux je fais semblant. Oui. Mais je veux dire sur mon compte privé c'est tout du vrai. C'est de l'authentique. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Tu partages tes souvenirs, les bons moments. Ouais. Ok. Et sur tes autres comptes? Alors du coup, pour récapituler, j'ai 3 comptes qui sont encore actifs, on va dire. Oui. Donc dans l'ombre des médias, c'est d'abord une chaîne YouTube sur laquelle je propose des interviews de professionnels de la télévision. Ok. Donc je vais régulièrement sur des plateaux télé, j'interviewe et je publie sur YouTube. J'ai le compte Instagram qui va avec. À côté de ça, j'ai aussi Passion Via Ferrata, donc ça c'est mon plus gros compte actif, on va dire, là où j'ai les 35 000 abonnés en ce moment. Oui. Et à côté, j'ai encore Mira Hypnose, donc c'est ma meilleure amie qui est hypnothérapeute, et on a créé un personnage avec elle qui s'appelle donc Mira. On a créé un univers, une direction artistique, et là le compte est en train de bien monter aussi. On arrive à 7 000 abonnés, mais je pense qu'au moment du podcast, on sera à plus que ça. Et donc voilà, c'est vraiment les 3 comptes. Ok. Et en plus, tu dis 7000 abonnés, mais moi qui ai suivi votre construction, le tout début, c'est allé assez vite finalement. Le nombre d'abonnés est monté assez rapidement. On a commencé en septembre, là on est novembre, on a mis 2 mois à atteindre les 7 000 quasiment. Oui. Et sur TikTok, on a atteint les 11 000 du coup. Ok. Et tu disais, quand on préparait ce podcast, que l'ombre des médias, c'est un compte qui est toujours actif, mais beaucoup moins qu'à une certaine période. Ouais. Pourquoi ? Parce que je m'étais imposé un rythme de publication, donc je faisais des interviews de ces professionnels de la télévision, je m'étais imposé un rythme, une vidéo tous les dimanches matins à 10h je crois. Ok. Enfin tous les dimanches matins ou un dimanche sur 2, je sais plus exactement, mais c'était déjà trop à l'époque, parce que pour suivre le rythme, il faut
tourner tes interviews, les monter, et puis quasiment quand tu as fini de monter une interview qui passe en ligne, tu rattaques la suivante. En fait, tu n'as jamais trop de répit. Donc du coup, YouTube, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai lancé un compte TikTok, toujours dans l'ombre des médias, pour parler cette fois-ci des coulisses de la télévision, mais en format vertical. Je me filme devant la caméra et puis j'explique par exemple qui fait la vaisselle dans Le Meilleur Pâtissier, ou combien d'argent, enfin quel jeu peut rapporter le plus d'argent à la télévision, etc. Et là, j'ai vu que ça commençait à prendre, avec des centaines de milliers de vues, parfois des millions. Ah oui, parce que sur TikTok, tout va très vite. Une vidéo, elle peut faire 300 vues comme 2 millions en 2 semaines, tu comprends pas. Et du coup, je me suis fixé la barre des 10 000, puisque à partir des 10 000 abonnés, c'est là où tu peux donc activer ta monétisation. Ça veut dire être rémunéré, pour le contenu que tu publies. Voilà. Ok. Pas très bien rémunéré, on en reparlera après, mais voilà. Du coup, j'ai tout donné parce que la régularité paye. Donc, je me suis dit, pendant un mois, au mois de novembre, je vais publier une vidéo par jour pendant 30 jours. Du coup, là, ça a été un travail énorme. Boulot énorme, ouais. Parce qu'il faut donc penser à quelle vidéo peut intéresser les personnes. Il faut aller chercher les informations. Donc, tu fouilles sur Internet, tu trouves. Et vu que j'ai pas mal de contacts en télévision, je faisais toujours valider les informations pour être sûr qu'elles soient bonnes. Qu'elles soient justes, oui, qu'il n'y ait pas d'erreur ou de fausses informations. Tout à fait. Et puis après, faut donc les monter en illustrant tes propos, puisqu'il faut que les personnes qui soient sur TikTok, il faut toujours qu'elles soient, captivées, ou qu'elles lâchent pas le regard. Que l'attention soit gardée, stimulée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, il faut que la vidéo, elle soit stimulante. Donc, pas que tu t'ennuies devant. Sinon, les personnes passent à autre chose. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'animation tout le temps, gros plan, plan large, illustration. Enfin, faut que... Du dynamisme. Voilà, exactement. Sinon, tu perds l'utilisateur. Ok. Et puis, arrivé aux 10 000 abonnés, j'y suis arrivé donc au mois de décembre. Et après, j'ai encore publié quelques vidéos. Et puis là, j'ai perdu toute motivation. Face, à mon avis, au rythme que je m'étais imposé. Une forme d'épuisement, presque de burn-out. Ouais, là, ça va peut-être un peu loin, le burn-out, mais une lassitude. Quoi. Pourtant, tous les retours étaient très bons, puisque je faisais des lives aussi sur TikTok. Quand j'enregistrais mes TikTok, je faisais un live en même temps. Et j'avais que des bons retours. Des gens qui me disaient, c'est trop bien ce que tu fais. Mais au bout d'un moment, j'ai perdu complètement la motivation. Ouais. Peut-être parce que le rythme que tu t'étais imposé était très important, trop important. Et puis au niveau de la monétisation, tu disais ça rapporte pas beaucoup. Et combien ça t'a rapporté, par exemple, d'atteindre les 10 000 abonnés, de publier tous les jours pendant un mois? En fait, ce qui est très frustrant avec TikTok, c'est que tu te dis, si ta vidéo fait 1 million d'abonnés, tu vas par exemple toucher 1 million fois 20 centimes. C'est parce que c'est payé aux 1000 vues. D'accord. Enfin, 1 million divisé par 1000, tu auras compris le calcul. Quoi. Et en fait, toutes les vues ne sont pas monétisables. Donc, il faut que la personne reste déjà plus de X secondes sur la vidéo. Donc, tu en perds déjà la moitié. Ensuite, il faut que le coût pour 1000 soit intéressant. En fonction des vidéos, le coût pour 1000 n'est pas le même. Tu vois, avec Mira, l'autre jour, pour 1000, on a gagné 0,06 centimes. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, comment tu veux être motivé avec ça? Oui. Donc, pour répondre à ta question, j'ai gagné 500 € sur 3 mois, je crois. 3 mois de travail de montage, de réalisation. Tu disais aussi tu m'avais dit en tout cas que tu devais aller sur Paris des fois pour interviewer certains réalisateurs, tourner certaines vidéos. Donc, c'est quand même beaucoup de coûts dépensés pour peu d'argent récolté aussi. Même aucun argent récolté en fait. Après, ça m'a rapporté énormément de choses, autant dans mes connaissances que dans la satisfaction personnelle, parce que c'était un rêve pour moi d'aller sur les plateaux de télévision. Donc moi, j'ai réalisé mon rêve quand même grâce à cette chaîne YouTube. Puisqu'à la base, moi, j'habite dans un petit village, dans une campagne. À aucun moment, je me serais dit que j'irais un jour sur le plateau de The Voice, de la Star Academy, de Danse avec les stars, de Qui veut être... non, pas celui-là. Qui veut être mon associé, c'est pas ça. Le jeu du midi avec Jean-Luc Reichmann, bref. Ah oui, non, c'est pas Qui veut prendre sa place. Non, pas du tout. Oh là là. Les 12 coups de midi. Ah oui, ok. Voilà. Très bien. Donc, satisfaction personnelle. Oui, la satisfaction et les rencontres aussi que tu as pu faire. Et les rencontres, ouais. Donc, je vais pas cracher dans la soupe parce que l'ombre des médias m'a rapporté plus sur le plan personnel que financier. Ouais. Pour faire un petit point notion psycho dans ce podcast, ce que tu décris, c'est absolument applicable à toute
personnes qui utilisent les réseaux sociaux, en fait, quand on utilise les réseaux sociaux, on active dans le cerveau une partie, un système de récompense qui s'appelle le système dopaminergique, donc qui est lié à l'hormone, la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, de l'excitation, du plaisir, etc. Et chaque petit like, chaque petit commentaire, petit partage que tu vas recevoir sur une publication que tu as faite, va activer la sécrétion de dopamine et donc va envoyer un signal au cerveau de récompense, de plaisir et donc un boost d'énergie, de motivation. Donc comme tu le décrivais, au début c'est mon petit album photo plaisir, l'ombre des médias au début c'est pour mon plaisir et puis finalement quand je vois que ça prend, que j'ai de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues à mes vidéos, et ben le boost de dopamine augmente. Et donc ma motivation augmente aussi, mon énergie augmente. Et de cette manière, alors ça peut rester un plaisir quand on le fait comme plaisir, comme satisfaction, mais ça peut devenir aussi une source de pression, de stress, voire une dépendance subtile liée à cette recherche permanente de dopamine et de cette petite excitation de ouais, ma vidéo elle a explosé. Et donc qu'on soit consommateur ou créateur de contenu, c'est la même chose, parce que même en tant que consommateur, on va aller chercher aussi cette vidéo quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on va aller chercher cette vidéo qui me booste ma dopamine. Et c'est un peu comme un jeu de roulette ou la case mystère, c'est on sait pas quelle vidéo et quand est-ce que cette vidéo va arriver, mais on sait qu'une fois de temps en temps, il y a une vidéo qui va booster ma dopamine parce qu'elle va me faire rigoler ou parce qu'elle va m'attirer ou parce qu'elle va m'intéresser, peu importe. Et donc, je vais comme ça faire défiler les vidéos jusqu'à cette vidéo qui me donne un boost de dopamine. Et on parle de récompense intermittente parce que cette récompense intermittente, en psychologie, elle est extrêmement étudiée puisque extrêmement addictive. C'est-à-dire que c'est comme les machines à sous, tu sais. On joue, on a vu quelqu'un gagner une fois plein de pièces qui sont tombées et on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas si ça va nous arriver, mais on a cette recherche de boost de dopamine, justement, qui active notre système de récompense. Et donc, on met des pièces, et là, en fait, on scrolle jusqu'à ce que notre vidéo booster, on va dire, de dopamine arrive, ou jusqu'à ce que notre vidéo qu'on a publiée explose les statistiques. Mais là, le jeu, ça résume parfaitement en tant que créateur de contenu, la vidéo qui va marcher. Parce que c'est tellement aléatoire. Sur TikTok, c'est limite un peu malsain, je trouve. Tu peux publier une vidéo qui va faire 1 million d'abonnés, donc ça s'appelle les vidéos qui percent, parce que ça va te rapporter je sais pas combien d'abonnés. Donc une vidéo qui fait beaucoup de vues. Et Instagram, c'est beaucoup moins pervers que ça. Instagram, c'est plus stable, il me semble, dans l'algorithme, pardon. C'est plus basé sur la régularité des publications, c'est ça ? En fait, sur Instagram, tu arrives sur tu allumes l'application, tu arrives et tu as quand même pas mal de contenu des personnes que tu as en tant qu'abonné, auxquelles tu t'es abonné, toi, que tu suis exactement. Alors que TikTok, ça va te mettre dans pour toi. Donc c'est des vidéos qui sont censées t'intéresser, mais pas celles de qui tu t'es abonné en fait. Oui, du monde entier en fait, qui peuvent contenir un thème que tu as tendance à regarder. Voilà, exactement, tout à fait. Donc sur TikTok, tu peux faire 1 million de vues et pas d'abonnés, comme je disais il y a quelques instants, je me suis trompé. Par contre, le lendemain, tu republies le même concept, elle va faire 300 vues. Et ça, tu comprends pas. Et comment tu le vis, toi ? Comment ça influence ton humeur et ta motivation, cette variation de vues, de statistiques quand tu publies une vidéo ? Alors, on a déjà parlé de TikTok parce que moi je trouve que c'est le réseau social le moins, le plus malsain, on va dire. Déjà, il est réputé pour ça. Tu perds énormément de temps et je te le disais, on publie des vidéos, donc que ce soit Passion via Ferrata ou avec ma meilleure amie Mira, donc. Et en fait, tu sais pas, tu postes, mais tu sais pas. Donc quand tu te réveilles le matin, que ça a atteint 10 000, 20 000, tu es super content. Par contre, quand elle a fait 300 vues, tu comprends pas, donc tu es dégoûté. Tu te dis, limite, tu te remets en question. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ou de moins bon que d'habitude pour que la vidéo ne perce pas ? Oui, ça remet en question la qualité de ton travail, alors qu'en final, ça se base sur un algorithme qui est extrêmement aléatoire. Surtout que moi, tu me connais, j'aime bien la perfection, j'aime bien quand tout est beau, propre, tout est travaillé. Je veux dire, je vais pas faire tomber des bouteilles dans un escalier comme certains le font sur TikTok. Moi, j'ai besoin que
que je sois fier de ce que je fais. Donc, Qui est, comme tu disais pour Mira, une direction artistique, ouais, voilà, c'est ça, un environnement, une ambiance, quelque chose qui soit continu aussi au fil des vidéos. Ouais, et quand tu publies un truc dont tu es fier et qu'il n'y a pas le retour derrière, tu es dégoûté parce que tout tient à une programmation d'un logiciel, l'algorithme en fait. Oui. Mais d'ailleurs, TikTok se base sur l'algorithme un peu des jeux d'argent. TikTok est une application, une plateforme qui est réputée pour créer cette récompense intermittente, c'est-à-dire te donner du contenu qui marche super. Donc toi, en tant que créateur, tu es hyper heureux, tu as publié une vidéo, elle a explosé, donc tu y crois. Déjà, ça booste, comme je le disais, ton système dopaminergique, ça booste ta dopamine, ton énergie, ta motivation. Tu as un énorme shot de satisfaction personnelle, de reconnaissance et de validation sociale. Et le lendemain, t'as absolument rien de tout ça parce que ta vidéo, comme tu dis, a même pas atteint les 300 vues ou 100 vues même. Et ça vient excessivement atteindre ton sentiment d'efficacité, ton sentiment d'avoir réussi. Et en fait, tu vas rechercher de nouveau ce shot de dopamine en publiant et de cette manière, tu deviens presque addict aux publications. Ah c'est même pas presque, c'est addict aux publications. Toi, tu peux te décrire comme ça aujourd'hui ? Addict aux réseaux sociaux, aux publications, aux chiffres, à tout, oui. Ok, ouais. Mais TikTok, c'est pervers, je pense aussi. Parce que quand on voit qu'on approche le seuil des 10 000, ça se calme toujours un petit peu avant, genre vas-y, reposte. Mais je pense que tout est réfléchi. Il n'y a pas de hasard, à mon avis. Oui. Mais Instagram, pour le coup, certes, se base pas sur les mêmes algorithmes et le même fonctionnement, mais il y a un autre côté qui peut être néfaste pour la santé, c'est le côté comparaison sociale. Sur Instagram, exactement. Sur Instagram, c'est une vitrine. Et les gens publient dans la vitrine ce que les gens ont envie de voir. Donc, du contenu idéalisé, presque parfait, du beau contenu qui est esthétique, le feed d'une personne, donc vraiment son profil, il est toujours harmonieux, il est toujours beau, cohérent, etc. Et en fait, oui, il n'y a pas ce balancement du cerveau d'un extrême à un autre par rapport au nombre de vues ou par rapport à ce que tu vas trouver comme contenu, mais il y a quand même cette notion de comparaison sociale omniprésente et de comparaison à des photos, des contenus, des vidéos qui vont être idéalisés et qui ne montrent pas toujours la réalité des gens. Et cette comparaison sociale, elle est aussi néfaste pour la santé mentale. Ouais, et j'ai un exemple parfait aussi pour la Via Ferrata. Il y a une Via Ferrata qui est en Suisse avec une vue magnifique, mais à un seul endroit de la Via Ferrata. Ah oui. Donc c'est le truc que tout le monde filme. Et quand tu regardes les vidéos des gens, tu as envie d'aller là-bas. Et en fait, ça représente exactement ce que tu dis, c'est la perfection. C'est-à-dire que cet endroit, il va te donner envie d'aller faire la Via, mais tu vas faire la Via, en fait, tu es dégoûté. Parce que tu arrives sur l'instant, tu te dis ça va être comme ça tout le long. Et en fait, non, tu sors d'une forêt, tu arrives sur ce bel endroit, tu fais ta vidéo comme tout le monde. Et tu rentres dans la forêt 50 mètres plus loin. Et tu vois plus de vue jusqu'à la voilà, fin. c'est ça. Mais en fait, ça résume bien, c'est la perfection. Tu as envie de montrer des choses impressionnantes. Voilà. Et puis, tu veux donner du contenu aux gens qui vont leur plaire. Donc, filmer la vidéo, filmer la forêt de ta Via Ferrata. Ça fait pas rêver, quoi. Et puis, ça va pas attirer de vues, de j'aime, de personnes qui vont venir s'abonner à ton compte. D'ailleurs, en Via Ferrata, c'est souvent où je profite pas forcément de l'instant présent, on va dire. Ouais. Je me suis mis à la Via Ferrata pour penser à autre chose, pour me libérer, pour penser à rien en fait, parce que tu penses à ta sécurité, donc tu penses à rien d'autre. Et ça m'a fait énormément de bien. Et une fois que j'ai commencé à faire de la Via pour les réseaux, on va dire, à la base j'ai commencé ce compte vraiment pour partager mes expériences. Je n'avais pas pour objectif d'arriver à 40 000 abonnés un jour. Et puis quand j'ai vu que ça prenait, tu penses toujours quel contenu je vais pouvoir faire qui va pouvoir intéresser les abonnés. Du coup, tout le long, tu penses en fait. Oui. Tu te dis quel plan je vais pouvoir faire. Donc là, par exemple, tu as le vide ici. Moi, j'ai la caméra qui est là. Tu vas faire un petit mouvement. Attention, remonte tout doucement comme ça. Sans trembler. sans trembler. Bouger, ouais. Et du coup, faut penser à tout le temps. Oui. Dès que tu as du vide, tu sais que c'est une vidéo qui va marcher. Le vide, tout ce qui est sensationnel, qui provoque une émotion, tu sais que ça va cartonner. Donc, tu penses tout le long.
Et puis dès que tu vois du vide, tu prends le temps de t'arrêter, de faire ta vidéo. Ouais. Et donc ça altère aussi le plaisir que tu vas prendre à faire une via ferrata, j'imagine. Ouais, complètement. Et en plus, moi, j'ai un site internet qui référence toutes les vias que je fais, qui s'appelle passionviaferrata.fr. Je peux faire de la pub. Bah, bien sûr, tu peux faire autant de pubs que tu veux. Et du coup, je filme toute ma progression du début à l'arrivée pour après remettre par écrit un topo complet. Donc voilà. Donc tout le long, je vais aussi commenter, me donner des informations. Ah bah attention, là ça glisse, faudra le rajouter sur le topo. Enfin, donc je pense tout le temps en fait. Ouais, il n'y a pas de moment de plaisir. Le seul moment où j'ai du plaisir, c'est quand je refais une via ferrata que j'ai déjà faite. Oui. Donc là, du coup, t'as pas j'enlève cette la caméra pression. et je profite à fond. Oui, ça fait référence à la pleine conscience, c'est-à-dire l'attention qu'on va porter au moment présent, à ce qu'il nous procure comme émotion, comme sensation, mais aussi à ce qui nous entoure, à nos sens qui vont être stimulés par une activité. Et quand on est en pleine conscience, eh bien, c'est quand on va se dire, là, oui, il y a du vide, mais j'ai une petite boule au ventre. Ou Ouais. alors, oh, la vue, waouh, elle me procure du plaisir. Ou on va regarder, on va entendre les oiseaux, on va sentir le petit air frais sur notre visage, etc. Et quand tu es dans la création de contenu, de ce que tu décris, a priori, tu es plutôt dans les pensées. Ah, il y a du vide, il faut que je le filme. C'est ça. Ah, la vue, il faut bien que je la cadre. Et plus que d'observer ce que cette via ferrata et ce qu'elle t'apporte, procure comme sensation, comme émotion et comme satisfaction aussi. Maintenant, je me force à prendre des photos avec mes yeux aussi. Oui. Parce qu'il y a une fois, j'ai fait une via ferrata. Je suis arrivé au bout de la via ferrata, j'avais zéro souvenir. J'ai pensé que à filmer, à créer du contenu. Ouais, t'étais en mode pilote automatique. Ouais. Et là, j'étais très en colère après moi en arrivant à la fin de la via ferrata. J'essayais de me remémorer certains passages, certains endroits. Je me dis, mais en fait, je suis con. Là, non, mais c'est vrai. Tu fais une sortie en pleine nature, un truc qui te passionne. T'arrives à ta voiture, ta carte mémoire de l'appareil photo, enfin de la caméra est pleine. Toi, t'as pas de souvenir. Oui. Et là, j'étais dégoûté. Mais je pense que ce que tu décris là va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que aujourd'hui, il y a quand même énormément d'utilisateurs des réseaux sociaux. C'est quand même rare les gens qui n'ont pas au moins un des réseaux sociaux dont on parle, enfin des réseaux sociaux, dont on parle. Je ne sais plus parler. mais oui, le fait de faire pour publier est devenu aujourd'hui presque commun chez les utilisateurs des réseaux sociaux. Je fais une activité pour la publier sur les réseaux sociaux, mais est-ce que j'ai vraiment envie de la faire? Et est-ce que quand je suis en train de pratiquer une via ferrata ou de manger un plat, est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je prends réellement du plaisir ou est-ce que ce qui me procure du plaisir aujourd'hui c'est de pouvoir le publier sur les réseaux? Et ça c'est un usage qui devient toxique et dangereux effectivement lorsqu'on bascule du plaisir à l'injonction, donc l'obligation de faire quelque chose pour alimenter, créer du contenu, enfin alimenter nos réseaux. Est-ce que ça t'arrive toi aujourd'hui, parce que là tu disais que ça t'arrive effectivement de faire une via ferrata et de ne pas te rappeler de cette via parce que tu as pensé au contenu que tu allais publier. Mais est-ce que ça t'arrive aussi de faire quelque chose pour avoir du contenu à publier? Une via ferrata, c'est toujours prétexte à avoir du contenu à publier, puisque dès que j'en fais une nouvelle, et en plus, je sais que les retours sont super bons. Moi, j'ai une communauté mais qui est géniale, j'ai jamais de soucis avec eux. Tout l'été, on m'envoie des messages, je réponds à tout le monde parce que je suis personne, donc je réponds à tout le monde avec plaisir. Je suis personne. Non, mais c'est vrai, je suis quelqu'un qui fait de la via ferrata, qui partage, mais je ne suis pas la star de la via ferrata. Surtout que sur les vidéos, souvent on voit que mes pieds. Donc voilà. Et du coup, j'ai oublié ta question. Je disais, est-ce que ça t'arrive de faire une via ferrata ou de faire quelque chose pour avoir du contenu à publier? Alors des fois, je vais sur des via ferrata que pour le contenu, mais ça c'est voulu d'avance. Enfin, je veux dire, j'ai une via ferrata qui est pas très loin de chez moi. Des fois, pour expliquer des gestes de sécurité, je vais aller là-bas, je vais installer mes caméras sur la falaise, et là, je vais y aller que pour créer du contenu. Là, je sais que ce sera zéro plaisir. Et j'ai déjà fait ça. J'ai fait ça il y a pas longtemps, et j'y suis allé toute une après-midi. Et à la fin de l'après-midi, j'étais énervé. Okay. Il y a rien de plaisant. Après, tu es content une fois que tu rentres chez toi, que tu vois que la vidéo, une fois montée, elle est cool, que tu as le nombre de likes et de vues que tu mérites. Qui mérite le temps passé à faire cette vidéo. C'est ça, ouais.
Mais de ce que tu décris depuis le début de ce podcast, c'est que ça influence quand même beaucoup tes émotions. Ouais. Tu disais, quand ça fonctionne pas, je me remets en question, je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait, je suis dégoûtée. Là, quand tu as passé une après-midi à juste tourner une vidéo sans prendre plaisir dans la Via Ferrata, sur la Via Ferrata, ça te crée de la colère. Comment tes émotions varient et fluctuent à cause des réseaux sociaux? En fait, c'est assez... Ouais, comme tu dis, ça peut apporter de la colère. Et puis d'ailleurs, ça m'arrive régulièrement d'aller voir sur le compte des autres qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Et je vais comparer le nombre de vues qu'ils ont sur leurs vidéos et les miens. Et je vais me dire, eux, ils en ont plus. Enfin, pourquoi ils en ont plus? Alors que le contenu, il n'est pas spécialement mieux ou moins bien. Ou voilà. Mais du coup, ouais, de l'incompréhension, on va dire. Tu essayes toujours de te remettre en question, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois, mais c'est malsain parce qu'en soi je suis passionné par la Via Ferrata, donc de penser ça, je m'énerve moi-même. Non, mais donc tu vois, même là rien qu'en parlant ça m'agace. On va faire un peu de respiration. Non mais c'est pour dire que je suis passionné. D'ailleurs les retours que j'ai sur ma communauté, c'est ça se voit que tu es passionné. Oui. Et je le ferai pas. Et c'est pour ça aussi je pense que les gens suivent ton compte aussi. Ouais, je pense. Et j'en parlais à une amie, la fille des Alpes, donc sur Instagram. Elle fait du contenu sur tout ce qui est van life, randonnée, etc. Elle a complètement pété un câble cet été. Elle a coupé pendant 2 semaines les réseaux sociaux pour les mêmes raisons, puisqu'en fait, il faut toujours penser quel contenu va marcher, etc. L'autre jour, elle mettait même une story, je comprends pas, je viens de poster des super photos, ça marche pas. Voilà, mais en fait, c'est malsain. Et puis ça prend, oui, c'est ça, c'est malsain, c'est toxique. Et puis ça prend aussi ton entièreté au niveau émotion, au niveau sensation, au niveau estime de soi. Enfin, les réseaux sociaux influencent tous ces points, estime de soi, confiance en soi, l'image que tu peux renvoyer, que les autres peuvent te renvoyer. Et je pense que quand tu es créateur de contenu, la manière dont tu vas te percevoir et dont tu vas te sentir va dépendre au bout d'un moment, quand tu trouves un mésusage des réseaux sociaux, va dépendre des autres, de ce qu'ils vont te renvoyer, des commentaires, des j'aime, des statistiques. Et comme tu dis, ma passion pourrait devenir presque une pression au bout d'un moment si ça continue à évoluer dans ce sens où tu vas faire une Via Ferrata mais tu t'en rappelles pas, tu prends pas de plaisir, tu y vas pour créer du contenu, ta Via Ferrata était superbe mais la vidéo a pas marché, donc ça. Du coup t'es dégoûté, donc le plaisir de ton moment en Via Ferrata est complètement saboté et altéré par le contenu qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné. C'est ça, exactement. Et ça, c'est vraiment dangereux et c'est chouette qu'on en parle dans ce podcast parce que, attention, quand c'est votre passion, gardez votre passion. Oui, vous pouvez alimenter les réseaux et c'est bien de vivre de ses passions, mais comme tu disais, déjà, t'en vis pas en plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça peut conduire à un abandon de ta passion tellement ça t'a saoulé, quoi. Vraiment. Et là, j'espère vraiment pas en arriver à ça, puisque la Via Ferrata, c'est vraiment une passion et je prends vraiment beaucoup de plaisir quand même. Je fais des rencontres, comme je disais, il y a ma communauté, je rencontre des abonnés de temps en temps, ça fait trop plaisir. Mais je voulais revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, où Instagram, tout était, entre guillemets, faux. On le voit bien, des fois, tu vois des réels où c'est qu'il y a marqué... Instagram vs la réalité. Donc quand tout le monde fait la queue dans un endroit magnifique où il n'y a personne, puis tu bascules la caméra sur la droite ou la gauche et tu vois qu'il y a une file d'attente pour faire des photos, ça résume parfaitement l'esprit d'Instagram. Tout est bidon en fait. Tout est embellisé, mise en scène. Oui, embelli plutôt. Embelli, alors je suis très fatiguée. La psychologue est très fatiguée aujourd'hui, je n'arrive plus à parler. Mais oui, et tout est embelli. Et finalement, les gens... on le sait tous. Je pense que moi, j'ai que Instagram, j'ai aucun autre réseau social, mais je sais que sur Instagram, tout est embellisé. Mais pourtant, embelli, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est une catastrophe. Tout est embelli, mais je vais quand même toujours aller regarder et me dire ils ont de la chance, alors que je sais que derrière il y a aussi une réalité qui est totalement différente et qui peut être bien plus triste. Et d'ailleurs je trouve ça chouette, mais il y a quand même pas mal de créateurs de contenu aujourd'hui qui en parlent de ça et qui disent je vous poste du contenu beau, joli, que vous avez envie de voir, mais en réalité je souffre d'anxiété, je souffre de dépression. Je crois que c'était Enjoy Phoenix, une des premières à vraiment parler de sa dépression. Puis elle a subi harcèlement, plein de choses. Oui,
Et je me rappelle, alors parce que ça date, et elle, c'était sur YouTube aussi beaucoup qu'elle publiait des vidéos, après sur Instagram. Mais je me rappelle qu'il y a peut-être déjà de ça au moins une dizaine d'années, elle avait commencé à parler du harcèlement qu'elle vivait, des troubles anxieux qu'elle avait. Je crois qu'elle avait vraiment eu des manifestations très, très sévères, très graves d'anxiété. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'APA qui a été menée et qui montre que 40% des jeunes créateurs de contenu rapportent des stress, des troubles anxieux, des symptômes dépressifs et une pression qui est excessive en lien avec la création de contenu. Ça m'étonne pas du tout. 40%, c'est énorme. Ouais. C'est presque la moitié des créateurs de contenu. Mais il y a des gros youtubeurs qui en parlent. J'ai regardé une vidéo de Matsu, je sais pas comment se prononce son pseudo, mais qui a fait un burn-out il y a quelques années. Et lui, il parlait justement de cette pression parce qu'en fait, tu veux toujours faire plus. Aujourd'hui, Squeezie fait des grands prix de Formule 4. Enfin, il faut toujours que ce soit plus, donc tu es toujours obligé de penser à faire plus gros que les autres, il faut que ça marche, il faut que ça cartonne quoi. Oui, comme Inoxtag qui monte l'Everest. Oui, c'est toujours plus, il faut que ce soit plus gros, mais aujourd'hui ils ont aussi un budget énorme aussi pour faire ça, mais oui, c'est toujours plus. Et puis comment se démarquer, aujourd'hui la création de contenu, c'est un métier qui est idéalisé mais qui est aussi extrêmement attractif pour les jeunes. Quand tu vas dans une école, ça c'est toi qui me l'avais dit, mais je l'ai remarqué aussi même avec mes petits patients quand j'en ai. Que veux-tu faire quand tu seras grand ? Influenceur. Exactement. C'est vraiment un métier qui attire parce que les gens voient l'influence ou la création de contenu comme je vais vivre de ma passion, de chez moi, et je vais passer tout mon temps sur les réseaux sociaux. Et justement, à ce sujet, si des gens qui nous écoutent ont ce projet, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ou comme point de vigilance pour peut-être pour leur donner des conseils pour pas tomber dans le piège de la création de contenu, ou enfin qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà d'être passionné. À mon avis, c'est la règle numéro 1, c'est de pas vouloir faire comme tout le monde parce que les autres sont influenceurs. Mais tu as une passion, tu as envie de partager, partage-la. Mais ne te mets pas à vendre des produits qui sont fabriqués en Chine comme certains influenceurs où il n'y a pas d'éthique derrière. Enfin, il faut vraiment que ce soit toi en fait. C'est comme moi pour mes partenariats avec Passion Via Ferrata, je veux pas de partenariat qui sortent de tes valeurs. De mes valeurs, voilà, c'est ça. Être intègre, aligné avec ce qui est important pour toi et ce qui entre dans tes valeurs. Moi, en partenariat, je prends des partenariats uniquement avec des produits que j'utilisais avant de faire de la création de contenu, que ce soit chaussures, baudriers, etc. Je promouvois les marques que j'utilisais avant. Mais j'ai pas envie de rentrer dans un jeu où tu commences à être payé tant d'argent et il faut mettre en avant un truc qui correspond pas à ce que tu as envie, quoi. Oui, et d'ailleurs, même le fait d'être sponsorisé, tu m'en avais parlé en dehors de ce podcast, mais tu m'avais dit que c'était super d'avoir des sponsors, c'est quand même attrayant parce que tu as de la reconnaissance, de la valorisation de ton travail, et puis surtout aussi ça te permet de t'équiper correctement à moindre coût, mais c'est aussi un énorme travail et une énorme pression, charge mentale que de devoir publier du contenu pour valoriser la marque. Ouais, c'est ça. Autant tu as des marques comme par exemple Petzl qui me fournit tout mon équipement, tous mes équipements. Eux, ils me demanderaient en retour. Il faut que je porte leur matériel. Sur tes vidéos. Voilà, et qu'on voit Petzl. Voilà. Par contre, tu as d'autres marques comme une marque de caméra, par exemple. Ils m'ont envoyé pas mal de matériel. Et eux, j'avais 6 vidéos à produire. Et c'est énormément de travail parce que j'ai fait une Via Ferrata, normalement, qui prend 1 heure. L'autre fois, j'ai mis 4 heures à la faire parce que j'ai dû créer du contenu sur la Via Ferrata. Et à la fin de la journée, et c'est là où je me suis dit, je veux plus faire de partenariat. Ça prend trop d'énergie, trop de temps aussi. Alors c'est cool, j'ai une nouvelle caméra, mais j'ai pas envie de reproduire ça. Je me suis dit, je vais prendre leur caméra à eux. Une fois que j'aurai fini de parler d'eux, je vais contacter le concurrent pour faire pareil, mais surtout pas en fait. Ah oui. Puis au moins là, ça te permet d'avoir aussi une continuité, une cohérence dans le contenu que tu publies. Tout ce que tu décris, ça me fait penser à la charge mentale. Bon, la charge mentale, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Je vais en reparler parce que ça parle beaucoup de monde. Ça me parle beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne sais plus parler dans mes podcasts parce que j'ai trop de charge mentale. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la charge mentale numérique. Ce besoin de... C'est le fait de penser tout le temps à ce qu'on va devoir publier, au contenu qu'on va devoir créer. Le fait de devoir aller sur les réseaux pour vérifier ses statistiques, regarder, actualiser, rester connecté, être réactif aussi. Est-ce que ça te parle, la charge mentale numérique ? Oh oui. Et comment elle t'impacte ? Déjà au niveau des chiffres,
Moi, je publie une vidéo, je vais actualiser 2 minutes après pour voir déjà la tendance. En général, le début, ça te montre si ton contenu va marcher dans les prochaines heures, prochains jours. Donc, si tu vois que ça démarre mal, puis en plus, le truc malsain, c'est que tu as la courbe de par exemple, de tes réels habituels et le réel en cours. Donc, si la courbe de la vidéo que tu viens de poster est plus bas que tes réels de d'habitude, tu sais que c'est mal barré. Ok. Et t'es dégoûté. Et c'est là que ça influence ton humeur. C'est ça. Après, je serais pas triste pour la soirée, tu vois. T'arrives à vite passer à autre chose, mais quand même, ça t'envoie une émotion pas agréable sur l'instant. Exactement, parce que tu te dis pourquoi elle marche pas alors qu'elle est bien. Ouais, parce que oui, la charge mentale, c'est tu parlais des chiffres, mais je pense qu'il y a tout ce que tu disais déjà au travers de ce podcast, le fait de réfléchir à quelle via ferrata tu vas aller faire pour créer quel genre de contenu, le fait de penser pendant tes via ferrata à il faut que je pense à filmer le vide, il faut que je pense à filmer la vue, le point de vue, et puis tiens, il faut aussi que je pense à préciser que là ça glisse. En fait, toute cette charge mentale, elle est envahissante. Est-ce que tu as des méthodes, des outils, des routines qui t'aident à équilibrer tout ça, à déjà te décharger mentalement, mais aussi à rééquilibrer cette vie professionnelle, entre guillemets professionnelle, parce que ça te rapporte pas, tu l'as dit, mais cette activité et ta vie personnelle. Du coup, j'ai déjà commencé par désactiver les chiffres sur mon compte Instagram. Normalement, sur ton profil, tu as toutes les vues qui sont visibles. Du coup, ça, je les ai enlevées et pour moi et pour les autres. J'ai pas envie que les gens voient les chiffres. Oui. J'ai pas envie que si une vidéo ne marche pas, ah bah t'as vu, lui, il a 35 000 abonnés, puis il a que 1000 vues sur sa vidéo. Mais ça, c'est un peu bête de faire ça. Bah, ça dépend si ça te protège toi. Moi, ça me protège moi de ne pas voir les chiffres. Oui. Je vais avoir moins tendance à vouloir aller sur mon profil, à surveiller tous les chiffres. Mais si vraiment, je poste une vidéo, hier soir j'en ai posté une, hier soir j'ai déjà actualisé plein de fois, ce matin plein de fois, mais je vais sur la vidéo pour le voir. J'ai plus les chiffres qui apparaissent sur le profil, quoi. Oui, faut que tu ailles volontairement dessus pour voir tes statistiques. Ouais. Mais quand tu dis je veux pas que les autres le voient, est-ce que c'est par peur qu'on te juge, qu'on te critique ? Je sais pas en vrai. Oui, mais du coup, ça montre bien que la charge mentale, elle va au numérique, elle va au-delà même de ta création de contenu. C'est que vont penser les autres. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Ouais. Et on parlait tout à l'heure d'Instagram et qui vraiment est axé sur la comparaison sociale. C'est le but premier des réseaux sociaux, c'est de se comparer. Et le risque, c'est de se comparer à la terre entière, pas seulement à notre voisin ou notre ami, c'est à la terre entière. Et ça peut amener effectivement une peur du jugement, une peur d'être décrédibilisé ou ce genre de choses parce que ta vidéo a moins marché. Ouais. Donc ça t'amène une pression en plus. Ouais, mais pour autant, j'ai l'impression de m'en foutre de plus en plus de la vie des gens. Donc je sais pas pourquoi cette histoire de chiffres, mais en fait dès que j'ai envie de publier quelque chose, je vais publier sans forcément me dire ah bah tiens on va me critiquer et tout ça. En fait je m'en fous. Sinon tu fais plus rien, quoi. Oui, t'arrives à t'en distancer quand même. Est-ce que t'as trouvé d'autres techniques, d'autres méthodes ? Alors on en a parlé il y a quelques jours et du coup j'ai réussi 2 soirs de suite à ne pas aller sur mon téléphone dans mon lit. Bravo, je suis fière de toi. Merci. Du coup une fois que je vais dans mon lit, je peux passer 1 à 2 heures à scroller sur TikTok, sur Instagram, tout ça, c'est hyper malsain. Et là, ça fait 2 soirs que je pose mon téléphone sur la table de nuit, je ne vais pas sur le téléphone. Donc j'espère pouvoir continuer comme ça. Oui. Et ce matin, j'ai voulu faire pareil. Il était à 30 cm de moi. Ça n'a pas marché. Il t'a appelé. Il t'a crié Laurent, prends-moi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est important de le dire parce que quand on préparait ce podcast, on en a parlé. L'usage des écrans, de toute évidence, est dangereux pour le sommeil, est dangereux quand il n'est pas contrôlé pour la santé mentale de manière générale. D'ailleurs, j'ai fait un podcast, pas filmé, mais un podcast audio sur l'impact des écrans sur nous, sur notre cerveau. Donc, dedans, je parle de l'impact pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que pour le sommeil, les écrans sont nocifs parce qu'ils bloquent la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Okay. Mais
ça, c'est pour les écrans. Mais les réseaux sociaux, c'est encore pire. C'est-à-dire que regarder une série dans votre lit, c'est pas idéal parce que justement, la lumière produite par votre ordinateur va bloquer la production de mélatonine et donc va altérer la qualité de votre endormissement, voire de votre sommeil. Par contre, les réseaux sociaux, là où c'est encore plus dangereux de les utiliser avant d'aller se coucher ou même de les utiliser 8 heures par jour, par exemple, ou même juste 4 heures par jour, c'est parce que dans les réseaux sociaux, il y a une hyperstimulation sensorielle, cognitive et émotionnelle. Quand vous regardez une vidéo sur Instagram ou sur TikTok, il y a, comme tu disais tout à l'heure, un zoom, un dézoom, un changement d'image, et de nouveau, 3 secondes après, un changement d'image. Il y a des sous-titres, et même si on entend ce que la personne dit et que c'est dans notre langue, on lit les sous-titres. Et en fait, le cerveau, il va être surstimulé par cet excès d'informations, par des informations auditives, sonores, par des écritures, des mots, du traitement de l'information, et ce n'est pas du tout propice à un bon sommeil. En fait, on vient surstimuler cognitivement et émotionnellement notre cerveau, alors que 2 secondes après, on éteint le téléphone et on lui demande de se calmer et de dormir. C'est vraiment contradictoire et effectivement, c'est nocif pour le sommeil. Et quand les réseaux sociaux sont utilisés de manière excessive, même en journée, ça a exactement le même impact parce que cette surstimulation ne permet pas à notre cerveau de se poser, de se reposer, de récupérer, de traiter l'information qu'il a encodée la journée, soit quand on est en cours, quand on est étudiant, soit quand on est au travail, lorsqu'on est professionnel. Et en fait, notre cerveau a besoin de temps de pause. Et les réseaux sociaux ne lui accordent pas du tout ce temps-là. Donc des fois, on dit on n'a pas le temps, mais en fait, on l'a le temps. C'est juste qu'on ne le prend pas et que le temps qu'on va passer sur nos réseaux sociaux, c'est pas du temps qu'on va avoir pour se reposer. Des fois, on se dit « Oh, mais ça me fait du bien, ça me ressource ». Pas vraiment. En réalité, ça nous ajoute encore de l'information à traiter. Tout ce qu'on a vu, le cerveau va devoir en faire quelque chose parce que c'est son rôle. Il va devoir le traiter. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Oh, puis j'ai ressenti du stress quand j'ai vu cette vidéo. Oh, puis je me suis mise à pleurer quand j'ai vu ce vétéran de guerre retrouver sa famille à l'aéroport. Et puis je me suis mise à pleurer quand j'ai vu le petit chat qui jouait avec le petit chien, qui jouait avec le petit... Et en fait, toutes ces émotions, le cerveau, il doit en faire quelque chose. Il doit le traiter. Et en fait, pendant qu'il va le traiter, nous, ça va nous prendre de la fatigue, de la fatigabilité, de l'énergie qu'on aurait pu allouer à d'autres activités ou à d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on est trop sur les réseaux sociaux. Ouais, puis ça, j'ai reçu une notification en début de semaine qui m'a dit voici votre temps d'écran, 8h49 par jour. Presque 9h. Non, mais là, tu te dis à quel moment, c'est insensé. Pour autant, j'ai une vie active. Je fais plein de choses. Je fais du coup de la via ferrata, de l'escalade, je vois mes amis, je vois ma famille. Je ne suis pas enfermé chez moi sur une console de jeux vidéo avec les volets fermés jour et nuit. J'ai vraiment une vie, mais j'arrive quand même à passer 8 heures sur le téléphone. Et même moi, je suis énervé après moi. Oui, en fait, quand on s'en rend compte et quand on en prend conscience, c'est là qu'on se dit, mais c'est 8 heures que j'aurais pu passer à faire autre chose. Alors après, tu es créateur de contenu, donc le temps d'écran forcément sera plus élevé qu'une personne consommatrice, mais pour te rassurer ou pas, je ne sais pas si ça va vraiment te rassurer, mais au cabinet, je fais souvent l'exercice, et d'ailleurs les patients qui vont nous regarder ou nous écouter vont peut-être rigoler parce que c'est possible que je l'ai déjà fait avec eux. Quand ils me disent j'ai pas eu le temps des fois je vais donner à mes patients des petits exercices de respiration et ils reviennent la séance d'après, donc 2 semaines après ou 1 mois après, ils me disent j'ai pas eu le temps. Je leur dis regardons votre téléphone. Enfin, regardez votre téléphone. Ouais. Regardez le temps passé sur les réseaux sociaux ou sur les écrans. En moyenne, souvent quand même 4 heures par jour passées sur les écrans. Alors ça peut être les réseaux sociaux ou WhatsApp, qui est aussi un réseau social, mais qui est quand même un peu différent, qui est plus en lien avec la communication. Ça peut être les mails, ça peut être YouTube, peu importe, mais 4 heures... sur les 4 heures, si vous aviez pris 10 minutes ou 15 minutes ou même 5 minutes, exercices de respiration. Vous pouviez faire vos exercices de respiration. Ouais. Et en fait, ça prend énormément de temps. Et comme tu dis, est-ce que j'ai un usage contrôlé des réseaux sociaux? La plupart des gens pourront dire non. Moi, clairement pas du tout. Et ça me provoque aussi une charge mentale dans la création de contenu, c'est la nuit. Par exemple, je vais me coucher à 22h30, même si je laisse mon téléphone de côté, mon cerveau il va penser, mais des fois jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Il faut que je fasse ci, ça. Du coup, je prends des notes sur mon téléphone, mais pour pas oublier le lendemain. Oui. J'ai plein de cahiers avec plein d'idées. Mais après, c'est mon cerveau aussi qui a l'habitude de travailler comme ça, parce que j'aime bien créer.
dans plein de choses. Du coup, mon cerveau, il tourne Oui, tout le tu es temps en boucle. créatif, donc il y a toujours des idées de projets, des choses à faire. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est une des astuces qu'on peut mettre en place. Noter, soit sur le téléphone, mais le mieux, ce serait même de noter sur un carnet, un petit carnet qu'on peut poser à côté de la table de chevet. Puis d'ailleurs, j'en parle beaucoup à mes patients aussi, qui ont souvent au moment du coucher des ruminations, même que ce soit en lien avec la création de contenu ou le travail. C'est de se dire, bon, là, je suis au lit, c'est pas le moment où je vais mettre en place tous ces projets, c'est pas le moment où je vais allumer ma caméra et me filmer ou envoyer le mail. Donc, je prends mon petit carnet, je me note que j'ai pensé à ça. Ça permet vraiment de défusionner avec sa pensée, de la déposer quelque part et donc de l'enlever aussi de notre esprit, de notre cerveau pour pouvoir s'en soulager et ensuite faire un peu plus de place et favoriser un meilleur endormissement. Mais il y a d'autres choses, dont celle que tu as faite pour les créateurs de contenu ou même les personnes qui ont un usage toxique des réseaux sociaux, enlever les statistiques. Par exemple, le nombre de vues, le nombre de j'aime, que vous ne pouviez, que vous n'en ayez pas accès, mais que les autres ne puissent pas le voir non plus, pour que ça mette moins cette pression de oh là là, j'ai eu que 15 j'aime à ma publication, les autres vont dire que je suis nulle ou que j'ai volé mes abonnés, par exemple. Donc ça peut être de les désactiver. Ça peut être aussi de limiter le temps d'écran. Temps d'écran sur le téléphone directement. Aujourd'hui, tous les smartphones en sont équipés du minuteur. Tu peux même limiter par application aussi. Exactement. Moi, je sais que j'ai 45 minutes pour Facebook et Instagram, mais les deux réunis. C'est-à-dire que si j'ai passé 40 minutes sur Instagram, j'aurai plus que 5 minutes pour Facebook. Et honnêtement... c'est pas très grave. C'est pas très grave, En plus, je vais beaucoup moins sur Facebook, mais 45 minutes, pour moi, c'est déjà énorme. Vraiment, je me dis, déjà, tu te rends compte, 45 minutes, c'est presque 1 heure. Et je les atteins très souvent. En plus, parce que Instagram, je communique aussi avec des amis dessus, donc c'est pas que pour aller regarder des vidéos, mais du coup 45 minutes, je sais que ça me laisse peu de temps pour justement scroller, comme on dit, parce que il y a déjà des minutes qui sont prises à échanger, à envoyer des vocaux, à communiquer par ce biais. Ça peut être aussi bloquer des horaires, des détox digitales, comme j'appelle ça, c'est-à-dire sur son téléphone, bloquer les réseaux sociaux à partir de 20h. Par exemple, pour éviter d'y aller avant d'aller se coucher, ou bloquer jusqu'à 8h du matin. Par exemple, si vous vous levez à 7h, vous savez que le matin, jusqu'à 8h, vous n'avez pas accès aux réseaux sociaux. Donc, vous pouvez peut-être consulter vos mails ou communiquer par WhatsApp ou par message, mais pas Facebook, Instagram exactement. Et tout ça. Parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux, vous imaginez, vous vous couchez en voyant un top modèle en maillot de bain super bien foutu au bord de la plage, et vous êtes sous la pluie, vous venez de vous enfiler une plaque de chocolat, et le lendemain matin, vous vous relevez avec cette même image ou une autre image. En fait, pour l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de satisfaction personnelle, c'est extrêmement délétère. Donc ça peut être ça, déjà, éviter soit par la mise en place de minuteurs et de contrôle presque parental, mais de contrôle des réseaux, soit sinon, avec votre volonté de vous dire, quand je suis... au saut du lit, lorsque je me réveille, je prends pas mon téléphone. Je vais me préparer, boire mon café, déjeuner, me laver, m'habiller, etc. Et une fois que je suis prêt, je prends mon téléphone. Et franchement, tester sur une semaine. Je vais essayer. Franchement, non, mais toi et puis tous ceux qui nous écoutent, la différence est vraiment incroyable. Et même manger sans téléphone aussi, ça je sais que tu le fais, en tout cas que tu fais par exemple quand tu es avec des gens, parce que quand tu es avec moi par exemple, qu'on travaille le podcast ou qu'on parle des même vidéos, du moment que je suis avec des amis ou de la famille, je prends jamais mon téléphone avec moi. Ça. Je le laisse toujours dans une poche. Même l'autre fois on est allé au resto un coup, je l'ai posé sur ma table, mais j'ai même pas eu envie de le regarder parce que je suis dans l'échange, j'ai pas envie de perdre du temps à regarder les notifications. Oui, tu le tournes pour pas voir. Pour pas avoir une mais ça, c'est des petits gestes, mais vraiment que j'invite beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux à faire pour se libérer de cette pression des réseaux sociaux, qu'on soit utilisateur, consommateur ou qu'on soit créateur de contenu, parce que souvent d'ailleurs quand on est créateur de contenu, on est souvent utilisateur aussi, mais vraiment c'est des petites choses qui peuvent aider à retrouver un usage, une utilisation saine des réseaux sociaux et un équilibre, parce que les réseaux sociaux ont aussi du positif. Et tu le disais tout à l'heure, ça t'a apporté aussi. Le partage, l'échange, les retours que tu as, moi ça m'a beaucoup apporté. Je sais pas si on a le temps juste de parler, parce que je m'occupe aussi de Mira Hypnose, donc ma meilleure amie qui est face caméra. Et moi, je gère tous ces réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que d'être une femme sur les réseaux, c'est un enfer. Et du coup, la charge mentale des créatrices de contenu, ça doit être énorme. Parce que moi qui gère, qui reçois les messages, l'autre jour, j'ai un gars qui m'envoie une photo de lui torse nu. Tiens, cadeau. En quoi c'est un cadeau. Mais je me dis, j'aimerais pas être à la place des filles, des créatrices de contenu pour avoir cette charge mentale, tous ces messages et puis
souvent malsain en plus. Le nombre de messages qu'on reçoit aussi de personnes qui veulent autre chose que de l'hypnose. Et je me dis... Oui, les filles, elles ont... des allusions sexuelles, on peut le dire, ouais. Des allusions qui sont déjà un peu sexistes et qui peuvent être un peu de l'ordre du harcèlement même sexuel quand on envoie du contenu, qu'on provoque aussi ce type de Donc là, je me dis que j'ai de la chance d'être un gars, entre guillemets, sur les réseaux, parce que moi, j'ai déjà pas cette charge-là. Donc moi, j'ai que des retours bienveillants, donc ça va très bien, mais je me mets à la place des créatrices de contenu et ça doit être très lourd. Oui, et d'ailleurs, c'est récemment, j'ai vu une créatrice qui montrait tous les commentaires sous une des publications qu'elle avait faites, qui critiquait son apparence. Ah, t'as grossi, ah, elle est enceinte, ah, nanani. Alors qu'en fait, elle disait, j'avais juste mangé au restaurant avant cette photo, qui en plus a été prise à mon insu, par en l'occurrence, c'était une photo qui avait tourné, mais... Que ce soit même Léna Situation, par exemple, qui a pris du poids ces dernières années, elle dit, c'est quotidien, les critiques, les commentaires sur sa prise de poids, alors qu'elle se sent a priori bien dans son corps, et puis ça pose aucun problème qu'une femme prenne du poids, mais apparemment ça pose problème à des gens sur les réseaux sociaux qui se permettent de commenter. Et comme tu dis, c'est pas facile, je pense, aujourd'hui aussi d'avoir ce rôle-là de création de contenu. Ouais, et ce que je trouve bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'elle affichait les commentaires, du coup, ce qu'elle recevait. Maintenant, il y a des créateurs de contenu, je pense, qui vont sur les comptes des filles qui se prennent des commentaires. Ils affichent le commentaire avec la photo de la personne en gros. Ah oui. Pour montrer que celui qui commente, il n'est pas forcément mieux, voire même des fois pire. Oui. Et je trouve ça bien. Oui, d'afficher. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ça, c'est vraiment les dérives aussi des réseaux sociaux. C'est attention à ce que vous écrivez, attention à ce que vous sentez prête aussi à publier, parce que aujourd'hui aussi, et malheureusement, c'est un constat que j'ai pu faire avec une de mes patientes qui a publié des choses des choses qui n'étaient pas graves en soi, mais qui a publié du contenu pour faire comme les autres, qui a reçu des critiques et du harcèlement à cause de ce contenu. Du coup, ça l'a détruit. Et ça l'a totalement détruite, et puis aujourd'hui elle regrette tout ça. Voilà, l'usage des réseaux sociaux, oui, pourquoi pas, ça nous aide, ça nous permet de... moi j'ai vécu pendant longtemps à l'étranger, que ce soit au Canada, à La Réunion, à l'étranger ou loin. Les réseaux sociaux, ils m'ont permis de partager ce que je vivais avec mes proches, ils m'ont permis aussi de rester en contact avec mes proches, de suivre leur vie, de voir que un tel a déménagé. C'est toujours bien aussi de pouvoir rester connecté, mais il faut garder un usage et une utilisation consciente de je sais ce que j'en fais, et j'ai conscience de ce que je publie, j'ai conscience du risque que je prends à publier tel contenu, et j'ai conscience aussi du temps que je passe à regarder du contenu. Et à partir du moment où on travaille cette pleine conscience sur les réseaux sociaux, et qu'on n'est pas là juste à scroller ou à publier parce que, comme on le disait, la pression des chiffres, la pression de publier, ou la volonté de faire comme tout le monde, parce que chez les jeunes utilisateurs, c'est ça aussi. À partir du moment où on fait tout consciemment, qu'on prend le temps de réfléchir à ce que ça nous fait, au niveau émotionnel, au niveau sensoriel, du coup l'utilisation est beaucoup plus saine, et là il y a moins de risques et moins d'effets délétères, néfastes sur la santé. Moi, c'est l'hiver dernier, j'ai mal vécu parce que j'ai rien posté sur Instagram sur mon compte de Via Ferrata, parce que c'est pas du tout la saison. Et du coup j'ai perdu, je sais plus, 1000 ou 1500 abonnés. Quand même, ouais. Du coup je me suis dit, mais faut que je republie là, parce que sinon... Puis après, je me suis dit, c'est peut-être aussi Instagram, qui fait du ménage sur tout ce qui est compte fake un peu. Ah oui, donc, qui supprime des comptes. Ouais, puis après, quand j'ai recommencé à publier, ça a repris tout de suite. Donc cet hiver, je vais pas me remettre la même pression. Si je perds des abonnés, c'est pas grave. Bravo, je suis fière de toi. Non, mais de pouvoir lâcher prise. Et on en parlait parce que moi, dans mon podcast, c'est un peu la même chose. Je sais que pour promouvoir le podcast Romane en parle, il faut que je sois active sur les réseaux sociaux, mais je déteste les réseaux sociaux. Moi, c'est comme toi. J'aime bien publier sur mon compte perso qui est privé et qui restera privé. J'aime partager par exemple mes voyages ou des belles randonnées, ou ce que je peux faire. Vraiment plus paysage. Moi, c'est très paysage, très axé sur les choses belles que je peux voir ou que je peux vivre. Donc ça me pose aucun souci, parce que c'est mon album photo, et moi, comme tu disais, j'adore aussi regarder. Oh, wow, c'est vrai que ça, c'était il y a déjà 4 ans. Et de regarder, ça me fait du bien. Par contre, je sais que pour Romane en parle, il faudrait que je promouvoie, que je sois active sur les réseaux sociaux. Je n'y arrive pas. Et j'essaie de me dire, c'est pas grave. Les gens qui veulent écouter le podcast l'écouteront ou le regarderont, et tant pis. Mais je te rejoins, on peut vite tomber dans cette spirale. Moi, là, je me mettais un peu la pression. Allez, il faut que je publie, il faut que je mette des extraits,
Mais en fait, On se calme. gardons une utilisation consciente Ouais. et plaisante aussi. Enfin, vraiment, il faut que ça reste un plaisir et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Ouais, bah moi je prends plaisir en tout cas. Est-ce que tu aimerais ajouter un point sur l'usage, l'utilisation des réseaux sociaux, sur ton expérience qui pourrait être utile aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Quand même conclure sur le fait que je suis heureux Oui, ouais. et passionné, puisque depuis le début on parle de la charge mentale, tout ça, mais c'est quand même un plaisir de faire des Via Ferrata, sinon je ne les ferais pas, je ne m'imposerais pas ça, et les gens me remercient, etc. D'ailleurs je les remercie aussi, parce qu'eux m'apportent beaucoup aussi dans tout leur retour, quoi. Oui, tu montrais sur ta page justement Instagram Passion Via Ferrata tous les messages que tu Ouais. reçois qui sont bienveillants Ouais. pour la plupart, et ça c'est vraiment une belle récompense. Moi c'est même 99,9%, c'est que du positif, quoi. Et ça fait plaisir, ça Ouais. fait du bien. Mm. C'est de la validation externe. Ouais, c'est ça. Tu connais la dernière question de ce podcast? Le journal intime. Le journal intime. Si tu pouvais nous partager, nous lire une page de ton journal intime, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors moi j'ai pas de journal intime, par contre j'ai un journal, un petit cahier dans lequel je mets tous mes objectifs et mes rêves. Et je m'imagine toujours sur un lit d'hôpital le jour où je devrais partir. Il faut absolument que j'ai aucun regret, donc que le maximum de lignes soit coché. Et du coup, j'ai coché quasiment tout ce que je voulais faire. Wow. Bah, évidemment, je rajoute des petites lignes à chaque Oui. fois. Mais je veux dire, mes principaux rêves, ils sont réalisés. Trop Et du bien. coup, je me dis que je suis fier de moi. Ben, nous sommes fiers de toi aussi. Merci. Non, mais tu peux être fier de toi et ça, c'est extrêmement chouette que tu le partages avec nous parce que en psychologie et avec mes patients, je parle toujours de la matrice des valeurs. Mettez-vous des objectifs, mais même pas juste des objectifs, des valeurs, des domaines importants de votre vie, fixez-les, décrivez-les, observez-les, enfin prenez-en conscience et ensuite mettez en place des actions qui vont en direction de ces valeurs. Et toi, tu es vraiment là-dedans, c'est que tu as des valeurs, tu les suis, tu disais tout à l'heure, je reste intègre à mes valeurs dans ce que je publie, dans le contenu que je crée, mais je me fixe aussi plein d'actions qui tendent, qui vont en direction de ce qui est important pour toi. Et ça, c'est très chouette. Bravo. Merci. C'est pas évident. Donc ça peut être des gros objectifs, mais des petites envies aussi. Oui, aussi. Du moment que ça fait plaisir, tu le mets. Super. Et tu le fais. Et tu le fais. Et tu mets en place des choses pour et les après, accomplir. un petit coup de stabilo une fois que c'est fait. Hop. Et ça, c'est satisfaisant. Voilà. Et ben bravo. Merci. Pour ton parcours. Merci de nous avoir partagé toutes ces expériences. Merci à toi. Et puis, rappelez-vous, les réseaux sociaux peuvent être, certes, source de plaisir, de satisfaction, peuvent être à l'origine aussi de liens sociaux qui peuvent être extrêmement riches aussi. Mais attention à garder une utilisation consciente des réseaux sociaux, de toujours se rappeler que voilà, on le fait, mais en restant conscient de ce que ça peut nous procurer, de garder aussi le contrôle sur l'utilisation, le temps qu'on va y passer, le contenu qu'on va publier. Et puis, sinon, faites-vous plaisir quand même de temps en temps. On va pas tout restreindre dans la vie non plus. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner à la chaîne Romane en parle et aux chaînes Passion Via Ferrata si vous aimez les Via Ferrata. Mira Hypnose si vous aimez l'hypnose. Et Dans l'ombre des médias. Voilà, si vous aimez tout ce qui est télé, Voilà, c'est exactement. ça surtout. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt pour un nouvel épisode.